Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire de ce journal. Ce vendredi, le président de la République recevait une délégation de l'Organisation mondiale du tourisme. Après sa participation au premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique, le secrétaire général de l'institution internationale a félicité le gouvernement ivoirien pour la stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Et le vice-président de la République était chez l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire pour célébrer la fête nationale du Japon qui marque également l'anniversaire de l'empereur. L'excellence des relations diplomatiques entre le Japon et la Côte d'Ivoire a été louée à cette occasion. Et le dossier Vidici de ce vendredi engage la lutte contre les mutilations génitales féminines. Bien que constituant des violations des droits humains reconnues à l'échelle internationale, les mutilations génitales féminines ont été à ce jour pratiquées sur plus de 200 millions de filles et de femmes. Cette pratique profondément culturelle perdure, mais la lutte continue et nous en parlons ce soir. Bienvenue dans ce 23h. Ce vendredi, au palais présidentiel, le chef de l'État accordait 2 audiences. Il s'est d'abord entretenu avec le vice-président de l'Assemblée parlementaire d'Allemagne, avec qui il a échangé sur le développement des relations commerciales entre les deux pays, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. L'autre entretien du président de la République, c'était avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Avec sa délégation, il est présent à Abidjan dans le cadre du premier forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique en Afrique. Sa rencontre avec le chef de l'État lui a permis de féliciter le gouvernement ivoirien pour la stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Le compte rendu par Jérôme Kofi Abola. Le renforcement de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan commercial. La question a été passée au crible quand le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la République fédérale de l'Allemagne. Pour l'hôte du chef de l'État ivoirien, la destination Côte d'Ivoire reste favorable au monde des affaires au regard de sa stabilité due à la promotion des valeurs démocratiques prônées par les autorités ivoiriennes. L'Allemagne est un partenaire très étroit de la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre du Compact with Africa, par le biais duquel nous souhaitons attirer plus d'investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des relations commerciales très bonnes et nous espérons d'élargir cette coopération aussi à d'autres domaines. En plus d'avoir échangé avec le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la République fédérale de l'Allemagne, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu une autre personnalité. Il s'agit du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. La rencontre s'est faite à la faveur du premier forum mondial sur l'investissement dans le tourisme en Afrique, les 20 et 21 février 2020 à Abidjan. Nous avons au cours de ce forum reçu la visite de plus d'une douzaine de ministres au niveau continental. Nous avons attiré de grands investisseurs, que ce soit la Banque africaine de développement ou la SFI ou également Marriott ou Hyatt. Et l'Afrique a besoin de créer, de transformer son économie à travers le secteur du tourisme, car c'est un vecteur de transformation structurelle qui crée des emplois, notamment pour la jeunesse. Comme cette année avec le Forum mondial sur l'investissement dans le tourisme en Afrique, le premier du genre, la Côte d'Ivoire aura l'honneur, selon le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, d'abriter en 2021 la Journée mondiale du tourisme. Le vice-président de l'Assemblée parlementaire d'Allemagne après le palais présidentiel était à l'Assemblée nationale où il s'est entretenu avec le président de l'hémicycle ivoirien Amadou Soumaoro. L'Assemblée nationale ivoirienne et le Parlement allemand sont 2 institutions qui défendent les mêmes valeurs d'une démocratie inclusive, d'une société ouverte et libre. Et les 2 hommes ont convenu de renforcer les relations entre leurs 2 parlements. Notons que l'Allemagne et la Côte d'Ivoire sont liées par l'initiative d'investissement, le Compact with Africa.
Le premier forum mondial de l'organisation du tourisme s'est ouvert hier à Abidjan. Il s'est achevé ce vendredi. L'événement inédit avait pour objectif de penser une stratégie de mutualisation des ressources et initiatives dans le but de booster l'activité touristique sur le continent. Spécifiquement, ce forum visait à présenter des opportunités d'investissement dans le tourisme en Afrique et à mettre en relation des hommes d'affaires, des porteurs de projets et des investisseurs. D'après les premières conclusions, 1320 milliards de francs CFA d'intentions fermes d'investissement ont été enregistrés. Il a également été décidé de la création prochaine d'un fonds panafricain du tourisme. L'ambassade du Japon, je vous le disais dans les titres, célébrait ici à Abidjan la fête nationale de son pays, également célébrée qui aussi rappelle l'anniversaire de l'empereur du Japon. Le vice-président de la République a pris part à cette célébration. C'est la toute première fête de l'ère nouvelle dénommée Reiwa, ouverte au Japon depuis l'intronisation du nouvel empereur japonais Naruhito en octobre dernier. L'excellence des relations diplomatiques entre le Japon et la Côte d'Ivoire a été louée à cette fête que nous relate Herman Kivé. Saké, petit four, spiritueux et vin japonais, servis aux invités et amis du Japon. Nous sommes à la résidence de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Kuramitsu Hideaki. Le pays célèbre sa fête nationale. Présent pour l'occasion, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, exécution des hymnes nationaux, l'abidjanaise pour la Côte d'Ivoire et le kimigayo pour le Japon. Depuis l'intronisation du nouvel empereur, le 1er mai de l'année dernière, la fête nationale du Japon sera désormais célébrée dans le courant du mois de février. Son Excellence Kuramitsu Hideaki s'est félicité de l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. L'année dernière a été riche pour les relations entre le Japon et la République de Côte d'Ivoire, marquée par le déplacement au Japon du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en août pour la TICAD 7 et de son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, accompagné de la Première Dame pour la cérémonie de l'intronisation de Sa Majesté l'Empereur en octobre. Cette année 2020 est tout aussi particulière, car étant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Côte d'Ivoire, attestant ainsi le raffermissement des relations entre nos deux pays. Nous avons procédé à l'inauguration de la première phase de l'échange de l'amitié ivoiro-japonaise en présence du chef de l'État. Le Japon entend poursuivre de mettre à profit son savoir-faire et sa technologie d'infrastructure de qualité dans divers domaines en Côte d'Ivoire. Toast porté en l'honneur de cette amitié ivoiro-japonaise. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé à la visite de stands présents sur les lieux, stands résumant le dynamisme de la coopération ivoiro-japonaise. Le Japon entend renforcer son appui au développement de la Côte d'Ivoire dans un éventail de domaines plus élargi. En cette année électorale, le pays entend également apporter son soutien pour un scrutin transparent et équitable. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est en visite à Abidjan. Elle s'est rendue au Conseil constitutionnel hier pour une campagne de sensibilisation dans le but d'étendre sa visibilité. À sa tête, Angberibe Ouattara, vice-président de la délégation. Cette visite de courtoisie et d'échange d'expériences s'inscrit dans le cadre des efforts de cet organe judiciaire et communautaire pour mieux se faire connaître du public et des citoyens. La Cour de justice de la CEDEAO veut faire connaître également les recours qu'elle offre à la communauté, en particulier dans les domaines des droits de l'homme, car elle a pour mandat d'assumer et promouvoir sa fonction judiciaire d'interprétation et d'application des textes communautaires ainsi que d'assurer la protection des droits de l'homme dans les 15 États membres de la CEDEAO. Débutée depuis mardi à Abidjan, la mission a pris fin déjà ce vendredi. Les 5 et 6 mars prochains auront lieu à Genève, en Suisse, l'élection du directeur général de
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Ghana, au nom de l'Afrique, présente un candidat, le docteur Edouard Kwakwa. Le Ghana souhaite le soutien de la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette élection et pour cela, la ministre ghanéenne de la Justice s'est entretenue avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Gloria Akufo, a porté à Marcela Montano un message du président ghanéen à transmettre à son homologue ivoirien. Nana Akufo-Addo demande une implication du président Alassane Ouattara pour l'élection du candidat ghanéen à la tête de l'OMPI en mars prochain au cours de la session extraordinaire du comité de coordination de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Une information économique à présent. Le Trésor public a enregistré de bons points au cours de l'année 2019 et cela se traduit par l'exécution à 100% des actions mises à sa charge dans le plan d'action opérationnel 2019 du ministère de l'Économie et des Finances. L'obtention de la certification ISO 9001 version 2015, ce sont des performances que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique souhaite accroître en mobilisant 1494,4 milliards de francs CFA pour financer le budget de l'État et c'est un objectif qui nécessite une grande stratégie pour laquelle le directeur général de l'institution et ses agents mènent une grande réflexion. Francis Boifo. Il fait partie des entreprises publiques ivoiriennes les plus performantes et efficaces. Le Trésor public s'est illustré en 2019 par des bons qualitatifs. Que le Trésor public a exécuté à 100% les actions mises à sa charge au titre du plan d'action opérationnel 2019, contribuant ainsi à soutenir la réalisation des grands projets structurants à travers le financement du budget 2019 à hauteur de 1 486,6 milliards de francs CFA sur un objectif de 1 426,5 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 60,1 milliards de francs CFA. Le Trésor a permis de maintenir le déficit public à 3% du PIB et obtenu la certification ISO 9001 version 2015. Ce challenge ainsi relevé, je retiens à insister sur la nécessité de poursuivre nos efforts afin d'imprimer un changement qualitatif aux relations avec tous nos partenaires et usagers clients. J'ai décidé de placer l'année 2020 sous le thème « La digitalisation, levier de performance des processus ». Cela pour aller encore plus loin dans la transformation numérique amorcée par cette administration publique qui devra relever d'importants défis cette année. Il s'agira principalement pour le Trésor public de collecter cette année 1 494,4 milliards de francs CFA au titre des emprunts sur le marché des capitaux, la finalisation des travaux relatifs au compte unique du Trésor, de la poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur de réforme des finances publiques. Ces assises organisées à la Maison de l'entreprise au Plateau permettront à la Direction générale du Trésor d'élaborer des stratégies en vue de répondre aux préoccupations du gouvernement. Depuis le 1er janvier 2020, la gestion budgétaire de la Côte d'Ivoire a basculé en mode budget-programme. Les enjeux et défis de ce nouveau mode de gestion, après le premier exercice budgétaire, ont été définis à Yamoussoukro. Voici le rapport de Kader Sogodogo. Depuis le 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gestion des finances publiques, a complètement basculé en mode budget-programme. Un processus qui a démarré en 2019. Un début prometteur. L'exercice 2019 a été marqué par le basculement en mode budget-programme avec l'élaboration du premier budget-programme de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je puis affirmer, sans risque de me tromper, que la Direction générale du budget et des finances a pu relever ce grand défi. Je voudrais également souligner la production de notre premier budget citoyen. Dans le cadre de son bilan annuel et de ses perspectives à venir, la Direction générale du budget et des finances place sa rencontre 2020 sous le thème « Premier exercice budgétaire en mode budget-programme, enjeux et défis ». À Yamoussoukro, il s'agit de serrer le boulon et de maintenir le cap. Les attentes de la tutelle sont nombreuses. J'ai grand espoir
que les conclusions de vos travaux aboutiront à des engagements qui permettront effectivement d'accélérer le développement de notre pays par une gestion efficiente de ses ressources budgétaires au profit des populations. Bilan de l'élaboration du budget 2020 en mode budget programme, présentation du circuit d'exécution, ordonnance portant code des marchés publics, des thématiques au menu des travaux qui vont durer 2 jours. Au bout, l'efficacité du système des finances publiques de Côte d'Ivoire. Passons à présent à notre dossier Vidici. Ce soir, il lève le voile sur l'excision. Cette pratique constitue un cauchemar pour des milliers de petites filles et de jeunes femmes. Nos reporters se sont rendus en Guinée, le 2e pays en Afrique le plus touché après la Somalie. En moyenne, 3 femmes guinéennes sur 100 sont épargnées avec une prévalence de 97% chez les filles et les femmes âgées de 15 à 49 ans touchées par la pratique de l'excision, considérée comme un rite de passage lorsqu'une petite fille est estimée être en âge de se marier. Et même si elle n'est encore qu'une enfant, l'excision reste une pratique ancestrale qui permet, selon la communauté, de préserver l'identité culturelle et l'honneur de la famille. Pourtant, les marques laissées par les mutilations sont physiques, psychologiques et souvent sont permanentes. Dans certains cas, l'exciseuse recoule l'orifice vaginal pour réduire son minimum vital et préserver la virginité de la future mariée. Une infibulation qui a des conséquences sanitaires désastreuses. Le phénomène est profondément enraciné dans les mœurs en Côte d'Ivoire et il est pratiqué aussi dans ce pays. Ce soir, comme partout dans le monde, nos voix s'élèvent contre les mutilations génitales féminines. La lutte continue, suivant ce dossier de Salima Toudia. Au quartier Anko 5, dans la capitale guinéenne, c'est la réjouissance pour Mafoudia et ses cousines. Voilà 2 semaines qu'elles sont enfermées dans cette chambre après avoir été excisées. Heureuse, Mafoudia se vante d'être excisée. C'est notre coutume qui le demande. C'est ce que mes parents m'ont expliqué et dorénavant, je ne serai plus stigmatisée par mes copines qui sont elles toutes excisées. La tutrice est en charge de veiller durant 1 mois, comme le veut la coutume, sur ces 5 filles excisées dont l'âge varie entre 7 et 13 ans. Elle doit s'assurer que la partie du corps mutilé a bel et bien cicatrisé. L'exciseuse nous remet un médicament à base de plantes que nous frottons sur la partie intime afin de stopper les saignements et faciliter la cicatrisation. Après 1 mois, ça sera les festivités lors de leur sortie de chambre. Avant ces festivités, les filles seront instruites sur les règles de vie, notamment le respect des aînés. Une éducation fondamentale selon le père de Mafoudia, qui y voit une pratique ancestrale permettant de préserver l'identité culturelle et l'honneur de la famille. Une fille non excisée sera une fille aux mœurs légères. L'exciser, c'est garantir sa pureté et une bonne éducation. Et c'est même recommandé dans notre culture. Le père est soutenu dans ses propos par la maîtresse coranique des enfants. Pour Ramadan Diallo, l'excision des filles est un précepte de l'islam et ceci conformément à un hadith. Selon un hadith, le prophète Mohammed a dit qu'il faut exciser les filles. Ce n'est pas un souci en islam, mais c'est la manière de le faire qui peut avoir des conséquences. Et il faut surtout le faire à bas âge. En Guinée, en moyenne 3 femmes sur 100 sont épargnées de l'excision. Avec une prévalence de 97% chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans touchées par la pratique de l'excision, la Guinée est le 2e pays le plus touché dans le monde après la Somalie. Contrairement à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, cette pratique ne régresse pas en Guinée et persiste dans les régions rurales, malgré l'interdiction par la loi en 2000. Face à la législation, les parents favorisent les excisions individuelles sans festivité, traduisant ainsi un souci de discrétion. Pour eux, il s'agit de rites d'initiation pour le passage de l'enfance à l'adolescence, mais également pour préparer la jeune fille à la vie active au sein de certaines communautés. Dame Sayon est connue en tant qu'exciseuse dans son quartier. Elle ne se souvient plus du nombre exact de filles qu'elle a eu à mutiler durant la dizaine d'années d'exercice, mais elle nous explique avoir hérité de ce savoir-faire de sa défunte mère. Ça a été comme ça depuis nos ancêtres et ce n'est vraiment pas douloureux. Nous demandons à voir le matériel utilisé lors de cette pratique. L'exciseuse ne souhaite pas nous le présenter, mais elle assure qu'il n'y a aucun risque d'infection pour les jeunes filles. On utilise le couteau. S'il y a 4 filles, alors on aura 4 couteaux, afin d'éviter toute infection. En Guinée, 2 types d'excisions sont les plus pratiqués.
l'ablation partielle du clitoris et l'ablation totale du clitoris ou du capuchon du clitoris. Mais dans certaines communautés, on retrouve deux autres types, l'ablation du clitoris et des petites lèvres aux grandes lèvres, et l'infibulation, qui est l'excision pharaonique avec le rétrécissement de l'orifice vaginal. Pour Finda, la chef de projet MGF de l'ONG Plan International Guinée, une mutilation génitale féminine a forcément des conséquences sanitaires et psychologiques. C'est une fille innocente qui est appelée à aller recevoir un cadeau quelque part dans la forêt et subitement qui se voit entourée de vieilles femmes qu'elle n'a jamais connues dans la rue. Et là, le choc, il est énorme. Ce choc aussi psychologique, ça peut conduire à un traumatisme. La fille peut avoir une infirmité. Engagée dans la lutte contre les MGF, Plan International Guinée a pu sauver des milliers de filles de cette pratique à travers une démarche participative dans le respect du contexte culturel. L'approche rite alternative d'initiation sans excision voudrait dire qu'il faut entraîner les filles dans une case, utiliser les exciseuses reconverties à travers nos actions qui vont transférer à ces filles les valeurs traditionnelles positives. Ça maintient les aspects culturels positifs, mais ça écarte l'acte chirurgical. La lutte est aussi menée en Côte d'Ivoire. Le pays se situe au 15e rang mondial des pays les plus affectés au monde. On enregistre une prévalence de 27,4% chez les adolescents de 15 à 19 ans et 10,9% chez les filles dont l'âge est compris entre 0 et 4 ans. Les régions du nord, du nord-ouest, du centre-nord et de l'ouest sont respectivement les zones ayant des taux élevés. Odile est la fondatrice de l'ONG Lucha, créée en 2009, qui signifie en langue yakuba « Lève-toi ». Son engagement découle de sa propre expérience. À l'âge de 9 ans, elle a été excisée à Béoumi avec la complicité de ses parents. Une pratique qui aura eu de lourdes conséquences sur sa vie sexuelle. J'ai connu pas mal d'expériences sexuelles et pourtant j'ai l'éducation chrétienne. Et les hommes que j'ai connus, je voyais qu'ils me laissaient tomber. J'ai compris que le problème que j'ai, c'était aussi, ça avait un lien aussi avec l'excision. C'est ce qui m'a plus amené à me permettre de pouvoir passer par la chirurgie réparatrice. Plus que jamais, Odile est engagée dans cette lutte dans sa ville natale de Logoualeu, à l'ouest du pays. Elle projette construire un centre d'accueil qui va abriter un plateau médical pour la chirurgie réparatrice. À l'instar de l'ONG, bon nombre de militantes dans le monde donnent de la voix pour dénoncer une pratique en violation des droits de la femme. Voilà, la pratique de l'excision constitue une violation des droits de l'homme. Continuons de la dénoncer. Nous parlons de droits de l'homme justement. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire était mercredi dernier dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Une visite pour s'enquérir de la situation des droits de l'homme dans le pays, mais aussi pour s'informer sur le fonctionnement du CNDHCI. Le point avec Issa Chonayeou. Philippe Poinceau, dans les locaux du CNDHCI. Le Conseil national des droits de l'homme. Plus d'un mois après sa prise de fonction, le coordinateur résident du système des Nations Unies s'inquiète de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Nous lui avons expliqué comment nous sommes structurés, tant à Abidjan que sur le terrain. Nous avons dit à son Excellence les questions sur lesquelles nous travaillons en ce moment et nous avons profité pour solliciter l'accompagnement du système des Nations Unies pour que nous puissions dérouler le mandat qui est le nôtre. Après avoir écouté la présidente du CNDHCI, Philippe Poinceau a salué les efforts du gouvernement consentis en faveur du respect des droits de l'homme. Le chef du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a par ailleurs promis accompagner dans la mesure des possibilités le CNDHCI pour qu'il gagne davantage la confiance des populations ivoiriennes. J'ai encouragé Madame la Présidente et son équipe à continuer les efforts en termes de rapports, en termes d'examens, d'activités qui vont permettre de contribuer, je dirais, à reconnaître la CNDH comme une institution indépendante qui a l'expertise dans ce domaine. Nous avons également évoqué les partenariats possibles avec le système des Nations Unies pour le développement. Rappelons que c'est le 3 janvier 2020 que Philippe Poinceau a pris fonction en Côte d'Ivoire en remplacement du Sénégalais Babacar Cissé. Il a en charge la coordination des 17 agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, a un nouveau président, René Bourgoin. Celui qui était le directeur général de l'institution a été nommé le 29 janvier dernier par décret au cours du Conseil des ministres. Il a reçu du président sortant, le ministre Ibrahim Sissavané, les charges liées à sa nouvelle fonction. C'était le 17 février dernier. Issa Tchonayeou rapporte les faits. Anciennement directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, René Bourgoin est désormais le nouveau président de cette institution. Il a été nommé le 29 janvier dernier en remplacement du ministre Ibrahim Sissavané. René Bourgoin a pris fonction après la passation des charges entre lui et le président sortant. Je vais vous dire au revoir, mais le travail continue avec le président René Bourgoin que vous connaissez et qui vous connaît. Je n'ai pas le moindre doute qu'avec lui et la participation de vous tous, la HACA, sereinement mais avec la détermination et dans l'équité, dans l'esprit de conciliation, accomplira sa part d'effort que lui demande le pays. J'accueille cette nomination non sans fierté, mais avec responsabilité et humilité, car parfaitement conscient de l'importance et de l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que des défis à relever. Monsieur le ministre Ibrahim Sissavané, vous allez beaucoup manquer à notre communauté de régulateurs de l'audiovisuel et je me réjouis de ce que tous nos homologues, tout en saluant chaleureusement la décision du président de la République pour ce passage de témoin, ne manquent pas de vous rendre un hommage mérité. René Bourgoin a opté pour la continuité tout en assurant l'indépendance de la HACA. Ses axes prioritaires, le renforcement institutionnel de la HACA, le développement de la régulation des audiovisuels à l'ère du numérique et l'amélioration de la qualité des programmes audiovisuels. Il est diplômé de la faculté de droit et sciences politiques des Saint-Maur de l'université de Paris 12, puis de la faculté de la Haute-Normandie. Dans l'actualité politique ivoirienne, la députée d'Issia, Célestine Trazéré, retourne au RHDP. L'événement a suscité la tenue d'une conférence de presse par les membres du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était ce vendredi. Le compte-rendu d'Abdoulaye Koné. Ce retour symbolise la mise en œuvre du rassemblement et du vivre ensemble au sein du RHDP. Dans une déclaration devant la presse, la députée d'Issia s'est excusée auprès des militants, des cadres du parti et du président du RHDP. Du fond de mon cœur, je viens pour aider mon papa et lui demander pardon pour toutes les offenses, pour toutes les fois que j'ai pu le peiner, pour tous mes manquements, mais lui dire que c'est un enfant qui s'est égaré, qui me reprenne avec ses deux mains afin qu'ensemble nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire. Prenant la parole, le coordonnateur régional du Gbeke a appelé à l'union des cadres du parti. À sa suite, le directeur exécutif du RHDP a invité tous les membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à partager les valeurs du parti. Il n'y a que le rassemblement, la paix et la sécurité qui permettent de faire en sorte que le climat soit créé et que nous puissions, en tant que responsables politiques, répondre aux besoins de nos populations qui attendent beaucoup de nous. Notre sœur, la députée Trazéré, est là pour prendre sa place, toute sa place, retrouver son papa, le président Alassane Ouattara, retrouver ses frères que nous sommes. Il y a certes la politique, mais toute politique sans dimension humaine, sans l'amour, n'a pas de sens. Ce ralliement de la députée d'Issia se veut un attachement indéfectible au RHDP. Il s'annonce comme un renfort de taille pour le parti. L'information est devenue officielle. Depuis hier, Ibrahim Kamara n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale ivoirienne. Son limogeage intervient à un peu plus d'un mois des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Des précisions vous seront données au cours de nos prochaines éditions. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Dès demain, vous suivrez l'information à 23h avec Kolo Koulibaly. Passez un excellent week-end sur RTI.